Alors, dans cette vidéo, on va se consacrer à la suite du cours sur la justice, partie 2 sur 3. Donc, dans la dernière vidéo, cours la justice et le droit, partie 1, je vous ai donné des définitions et je vous ai un petit peu expliqué comment est-ce que je problématisais la notion de justice. Sachant que, je crois, j'ai oublié de le dire, mais il y a pas de problématique hein, à ce cours. Enfin, si, en fait, une problématique, ce serait la justice n'est-elle qu'un idéal ou peut-elle être une réalité? Je crois que c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans ma fiche de début d'année, dans mon programme, hein, avec la liste des notions. C'est ça, en fait, la question qui est intéressante à propos de la justice, c'est est-ce qu'on peut espérer non seulement une justice sociale, hein, des mesures qui soient considérées comme justes, parce qu'elles seraient donc équitables. Donc est-ce qu'on peut espérer une justice sociale, mais aussi est-ce qu'on peut espérer de l'État et des citoyens qu'ils respectent la loi quand elle est juste, quand elle est légitime, et qu'ils désobéissent quand elle ne l'est pas. D'accord? Je vous rappelle qu'il y a deux aspects très importants d'un cours sur la justice. Hein. Vraiment la question qui traite du légal, donc de la justice au sens vraiment du droit positif, d'accord, de l'ensemble des lois, et la justice qui va plutôt traiter donc du rapport entre équité et égalité, donc vraiment ce qu'on appelle la question de la justice économique et sociale. Donc, des définitions, petite introduction, voilà, l'enjeu de ce cours c'est de déterminer un idéal à partir d'une réalité. Encore une fois, j'ai l'impression de le répéter 36 000 fois, mais bon, c'est mon postulat de départ dans ce cours de philosophie politique. La réalité de laquelle on part, c'est la nature de l'homme, individualiste. Du coup, à partir de cette réalité-là, il va falloir qu'on détermine un idéal de justice. Voilà, c'est ça qui n'est pas évident. Alors, on ne peut pas complètement attendre de l'État, enfin on ne peut pas tout attendre de l'État, d'accord? Ce serait même dangereux hein, d'attendre de l'État qu'il règle absolument toutes les questions de justice. C'est pour ça que j'ai fait une quatrième partie sur le droit à la désobéissance civile, où le citoyen doit reprendre un petit peu son droit d'élaboration des lois et de discussion des lois. Donc on ne peut pas tout déléguer, c'est-à-dire tout remettre dans les mains de l'État en ce qui concerne la justice, mais en même temps l'État est une nécessité, donc on lui doit la justice, hein, sur tous les plans, enfin sur les deux plans majeurs. L'État est une nécessité pour instaurer des rapports de justice entre les hommes, donc respect de la loi d'une part, ça on l'a bien traité avec Thomas Hobbes notamment, mais aussi compréhension et acceptation de certaines mesures de justice sociale. Je reprends un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois. Demander à des citoyens de fixer librement le montant de leur impôt annuel, il n'est pas certain qu'ils fixent le même montant que celui qui est fixé par l'État. Alors on peut avoir le sentiment, l'impression que l'État nous taxe trop, mais c'est là qu'on se rendrait compte du manque de solidarité de la plupart des citoyens, en fait, qui donneraient soit rien, soit une somme modique, bien en deçà de leur capacité. Certes, on aurait aussi des personnes très probablement qui donneraient beaucoup, et même trop, mais je pense que c'est un exemple qui permet quand même de comprendre à quel point on a besoin de l'État pour qu'il régule, hein, pour qu'il régule tout simplement les ressources et qu'il effectue une répartition le plus juste possible des ressources. Donc on ne peut pas tout attendre de l'État, mais en tout cas c'est ce que j'essaye de défendre dans ce cours. Heureusement que l'État est là pour justement pallier au manque de la nature humaine, hein, pour justement essayer de corriger cette nature humaine qui est spontanément individualiste. Pour comprendre à quel point l'homme est peu solidaire, égoïste, pour comprendre à quel point il a tendance à faire à tout prix passer ses besoins et ses désirs avant ceux de l'autre,
Je vous ai mis une célèbre référence, donc qui est assez rigolote, si on la comprend bien. C'est donc le mythe de l'anneau de Gygès. Donc le mythe de l'anneau de Gygès, il est raconté dans La République de Platon. La République, c'est l'œuvre. Il est raconté par le personnage de Glaucon. Pour rappel, Platon ne se met jamais en scène, hein, il met en scène d'autres personnes dans ses écrits, ses dialogues. Donc ce mythe est raconté par Glaucon. Je vous laisserai lire le texte, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que donc Gygès était berger. Un jour, il trouve un anneau, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, en fait, il trouve un anneau qui lui donne le don d'invisibilité. Gygès est un homme sans histoire, c'est quelqu'un qui respecte la loi, qui respecte les autres, mais en fait, tout simplement, le pouvoir que lui confère l'anneau va complètement lui monter à la tête, et il va abuser de ce pouvoir-là pour... qu'est-ce qu'il va faire déjà? Il va à la cour du roi, il complote avec la reine, il fait assassiner le roi, il prend le pouvoir, enfin bref, en gros on voit que que Gygès est attiré par les choses classiques, hein, à savoir le pouvoir et la richesse. Donc tout ça parce qu'il peut le faire. Et ce qui est important dans le texte, du coup, c'est la morale qui est donnée par Glaucon. C'est vers la fin. Glaucon nous dit ainsi, si on avait 2 anneaux, qui donnent ce pouvoir d'invisibilité, qu'on donnait un anneau à l'homme qui est vertueux, à l'homme qui se dit vertueux, le philosophe par exemple, celui qui prétend qu'il ne va jamais faire de mal à autrui, celui qui prétend être altruiste, bref, qu'on lui donne un anneau, qu'on donne un anneau aussi, donc le deuxième, à celui qui, lui, est assez sincère, enfin qui n'est pas hypocrite, qui clairement va dire bah ouais, moi, si je peux faire quelque chose sans être pris la main dans le sac, je le fais. Finalement, Glaucon est persuadé, c'est la morale de ce mythe, hein, qu'ils vont avoir exactement le même comportement. Donc autrement dit, notre homme vertueux, qui se prétend vertueux, le philosophe notamment, hein, clairement entre les lignes c'est une critique du philosophe et de son hypocrisie, notre homme qui se prétend vertueux, juste, bon, altruiste, respectueux de la loi, en fait il aura exactement le même comportement que n'importe qui, donc, et surtout il aura le même comportement que le criminel, ou que celui qui commet des délits. S'il a le pouvoir d'invisibilité, il s'en servira pour faire le mal, et non pas pour faire le bien, et il sera nécessairement tenté. Si je reprends l'exemple du Seigneur des Anneaux, c'est bien mis en scène par le personnage d'Aragorn, en fait. Aragorn qui dit bien, moi je ne peux pas porter l'anneau, c'est ce qu'il dit à Frodon, hein, j'aimerais bien vous alléger de ce poids, mais j'ai trop peur, en fait, de la tentation. Je suis persuadée que j'utiliserai cet anneau avec l'idée de faire le bien, mais qu'au final je ferai le mal avec. Voilà, bon. Ce qu'il faut retenir de ce mythe, c'est donc la morale à la fin. C'est que, en fait, quand est-ce qu'on se permet de commettre des délits et des crimes, c'est lorsque on a l'impression ou la certitude qu'on peut agir en toute impunité. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui est très important, d'accord? C'est ce que j'ai mis dans la synthèse. On ne respecterait la loi au final que par peur de la sanction. Donc, non pas au nom d'idéaux supérieurs, comme le respect de l'autre, l'altruisme, l'amour du prochain. Non, c'est pas c'est pas grâce à ces idéaux-là, en fait, qu'on respecterait la loi. C'est simplement par la peur d'être puni, quoi. Et vous en avez énormément d'exemples. On refait le parallèle avec la situation actuelle. La plupart des personnes, si elles ne sortent pas, si elles respectent le confinement, alors peut-être que chez certains c'est par respect de l'autre, parce qu'ils se disent je veux pas prendre le risque de contaminer quelqu'un, mais soyons honnêtes, 70% d'entre nous, si on respecte le confinement, c'est parce que l'amende qu'on risque de choper si on est pris en flagrant délit, elle est dissuasive, quoi. Donc voilà ce qu'il faut retenir. On ne respecterait la loi que par crainte de la sanction et pas par sens inné de la justice, ok? Pas parce que, en fait, au fond, on est vertueux et bon. Non, non. Ce que dit Glaucon, hein, c'est bien, l'homme est individualiste, égoïste, il a besoin de ce bâton, en fait, il a besoin de la menace, de la sanction,
de la menace de la prison pour bien se comporter. S'il pense qu'il peut agir en toute impunité, c'est-à-dire faire le mal sans être puni, il le fera. Là, on peut prendre l'exemple des fraudeurs fiscaux. Hein. Vous avez beaucoup de personnes, voilà, beaucoup de fraudeurs qui ne sont pas sévèrement punis. On peut prendre l'exemple des agressions sexuelles aussi. Hein. Elles ne sont pas assez sévèrement punies. Donc certains agissent en toute impunité. Ils n'ont même pas besoin de le faire à couvert, en fait. Hein. Certains agissent même voilà, au grand jour, en toute impunité, parce que justement, il n'y a pas la crainte de la sanction. Mettez la crainte de la sanction, prévoyez peine de prison à perpétuité pour une agression sexuelle, et là, vous verrez des personnes qui respectent la loi, enfin qui respectent du coup le corps de l'autre, et le consentement de l'autre. Et je répète, hein, si on suit bien la morale du mythe, c'est pas ce respect de la personne de l'autre ne sera pas fait par gentillesse, par charité, par amour, il sera fait donc juste par peur de ce qui pourrait arriver, voilà, en cas de manquement à la loi. Conclusion, l'État est nécessaire à travers donc le droit positif, donc un système de loi et de sanctions, il est nécessaire pour instaurer donc des relations saines et justes entre les hommes. On en revient à l'idée finalement qu'on avait défendue avec Thomas Hobbes, mais là je suis vraiment centrée sur la question de la loi, du droit, de la justice. Les hommes ne sont pas capables d'être justes entre eux, surtout quand ils ont le sentiment qu'ils peuvent agir en toute impunité, sans être punis. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette menace constante qui est exercée par l'État. Ok, premier principe à respecter, il faut... Enfin finalement c'est ça ma conclusion, avant la partie sur la justice au sens d'équité, chez John Rawls. Le premier principe à respecter, c'est le respect de l'autre comme un alter ego juridique. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut comprendre que l'autre, il a les mêmes droits que moi. Lui aussi, l'autre que je croise, mon prochain, lui aussi il a envie d'être heureux, lui aussi il a envie d'être libre, lui aussi il a envie d'être traité avec la même considération. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nos actes ne doivent pas empêcher l'autre de parvenir à réaliser ses aspirations, ses désirs. Et c'est là, encore une fois, je me répète, mais c'est là, encore une fois, que l'État est nécessaire. L'État, il va fixer des bornes en disant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre, hein, c'est l'État libéral, tu peux faire tout ce que tu veux, mais accorde à autrui le droit de faire ce qu'il veut aussi. Et comme tu n'es pas capable de le faire, parce que tu as du mal à comprendre ce principe-là, que les autres, ils ont aussi des droits, et ben dans ce cas-là, laisse-nous le faire à ta place. Donc, je reprends l'exemple du système d'imposition. L'État, c'est comme si l'État disait à un citoyen qui contribue, qui a un bon salaire, d'accord? C'est comme s'il lui disait, oui, d'accord, tu travailles beaucoup. D'accord, tu aimerais pouvoir profiter de ton argent à 100%. D'accord, tu ne souhaites pas qu'on te prenne une partie de cet argent pour le reverser à d'autres personnes. Mais il faut que tu comprennes que, et c'est ce qui va m'amener d'ailleurs à la suite hein, avec John Rawls, il faut que tu comprennes que ton prochain, lui aussi, il veut être libre, lui aussi, il veut être heureux, lui aussi, il veut vivre bien, et pour cela, comme si tu ne vas pas le faire spontanément, comme tu ne vas pas l'aider spontanément à vivre bien, il faut qu'on te force à le faire. Alors, c'est ce qui m'amène à mon prochain point, le deuxième principe à respecter pour être une personne juste, enfin le deuxième principe à respecter pour qu'on puisse vraiment parler de la justice comme d'une réalité et pas juste d'un idéal, c'est comprendre qu'on ne part pas avec les mêmes chances. On ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie en fait. Et donc c'est ce qui m'amène au principe d'équité, donc très beau principe, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, l'équité est beaucoup plus juste que l'égalité. Donc l'équité c'est le principe de traiter les gens différemment, de pratiquer du cas par cas en fait, donc un traitement différencié en fonction des cas particuliers de chacun.
et donc voilà, de donner les ressources, les avantages, les mérites, à chaque fois en évaluant la situation, le cas particulier. Voilà, ça c'est le principe d'équité qui s'oppose à l'égalité, qui serait le principe de la même chose pour tout le monde. Donc en gros à l'école, on voit bien le système de bourse, il est fondé sur l'équité. C'est pas des bourses pour tout le monde, c'est des bourses pour les élèves dont le quotient familial est le plus faible, et plus le quotient familial est faible, plus la bourse est élevée. On n'a pas les moyens de donner des bourses à tout le monde, ce serait pas justifié, et ce qui serait fondamentalement injuste, on est d'accord, ce serait le principe d'égalité qui serait des bourses pour personne. Voilà, donc l'égalité, ce serait des bourses pour personne ou des bourses pour tout le monde. Les bourses pour tout le monde, c'est impossible. Des bourses pour personne, c'est complètement injuste. Donc on adopte le système équitable des bourses en fonction du quotient du quotient familial. Donc, il faut respecter autrui. Autrui, comme moi, il désire être libre, il désire être heureux. Il n'a pas forcément les mêmes conditions de départ. Là, je vous renvoie au cours sur la liberté, à tout le cours sur le déterminisme. Donc John Rawls, c'est un philosophe et économiste américain de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une énorme référence en économie. Ceux qui feront de l'économie plus tard, vous entendrez beaucoup parler de John Rawls. Et il a inspiré quasiment tous les modèles libéraux européens. Enfin, dites-vous que notre système repose beaucoup sur la philosophie de John Rawls. Hein. Et donc c'est le défenseur du principe d'équité. John Rawls considère, vous avez bien compris, qu'il n'y a rien de plus injuste que l'égalité en matière de traitement dès lors qu'on parle donc, de distribution des richesses et des avantages. Ok ? Il veut nous faire comprendre, et il va le faire à partir d'une expérience de pensée, il veut nous faire comprendre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'est pas égaux à la naissance. Il veut nous faire comprendre ça. Et que parce qu'il y a des inégalités de naissance, il est nécessaire que l'État mette en place des inégalités de traitement, donc à travers l'équité, pour résorber ces inégalités de naissance, pour les corriger. Un exemple concret pour que vous compreniez bien. Il y a des personnes qui naissent valides, il y a des personnes qui naissent avec un handicap. C'est une grande et grave inégalité de naissance, d'accord ? Et là, donc, ça rejoint le déterminisme biologique. Donc, il y a des personnes qui sont mal déterminées biologiquement à la naissance et d'autres qui sont bien déterminées biologiquement. Ce serait quoi un état injuste ? C'est un état qui ne prendrait absolument pas en charge l'assistance aux personnes handicapées. Donc un état complètement injuste, c'est un état par exemple qui dirait bah, vous vous débrouillez pour payer un fauteuil à cet enfant qui est atteint de myopathie par exemple, et puis c'est pas à nous de le faire scolariser, vous vous débrouillez pour lui trouver un institut spécialisé. Voilà, ça ce serait tellement injuste. Pourquoi ce serait injuste ? Parce que cet enfant-là, on est d'accord qu'il n'a pas mérité sa situation. Donc, il est nécessaire de le traiter différemment. Donc oui, il va y avoir davantage de fonds qui vont lui être alloués, enfin qui vont être alloués à sa famille, pour qu'il puisse vivre une vie décente, normale. Donc oui, il y aura davantage d'aide financière et sociale. Oui, il y aura davantage de dépenses publiques pour aménager l'espace pour les personnes handicapées, des ascenseurs, des rampes, mais c'est ça la justice. C'est tout à fait normal. Alors, pour les personnes handicapées, limite, il n'y a pas de dire tout le monde comprend ce principe, hein, personne ne va le discuter. Mais j'avais pris l'exemple là qui va peut-être plus poser problème des produits d'hygiène féminine. Là, tout le monde ne va pas être d'accord. Alors bien sûr, les femmes diront on ne naît pas avec les mêmes facilités en fait par rapport à un homme. On va devoir effectuer des dépenses tous les mois au cours de notre vie que les hommes n'ont pas à connaître. Tout ça à cause, encore une fois, d'un déterminisme biologique. Donc, et c'est déjà le cas dans certains pays, je crois que c'est Grande-Bretagne, il me semble, qui vient juste de passer à ça, l'État, pour être juste, qu'est-ce qu'il doit faire ?
il doit accorder par exemple une prime à la naissance, plus importante pour les filles que pour les garçons, dont les parents ont la disposition jusqu'à l'âge de la puberté de la jeune fille par exemple, et à l'âge de la puberté, elle aura une somme qui est donc allouée, qui est donnée par l'État, qui devra servir à la dépense de produits d'hygiène féminine. On peut imaginer une carte, un système de cartes par exemple, comme une carte sur laquelle il y a une somme, et vous pouvez utiliser cette carte-là que dans les pharmacies, par exemple. Ce serait ça un traitement équitable, ok? On a une inégalité de naissance, déterminisme biologique, certains naissent garçons, filles, et puis les filles vont devoir dépenser davantage pour le fonctionnement de leur corps, le fonctionnement biologique, donc on leur donne plus qu'aux garçons. Pourquoi? Tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi principalement? Pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes, même si certains sont complètement pour, pourquoi beaucoup d'hommes sont pas d'accord? Parce qu'ils vont dire ouais c'est injuste, nous aussi, on a besoin de se raser, il faut aussi nous donner un budget. C'est pas pareil, c'est pas une nécessité au sens philosophique de se raser. C'est pas une nécessité, c'est un choix. Avoir ses règles, c'est pas un choix. Par contre, ça, c'est une nécessité biologique. Donc en fait, le problème, il est où? Il est dans l'incapacité à se mettre à la place de l'autre. Ça, John Rawls, il a très très bien compris, c'est ça qui fait le génie de sa philosophie. Il a compris qu'on a tendance à ne... Quand on est quelqu'un de privilégié, quand on est favorisé, soit favorisé par sa naissance, sur le plan biologique, soit favorisé par son milieu social, soit favorisé par sa couleur de peau, soit favorisé par, je sais pas moi, la profession de ses parents, enfin bref, quand on est quelqu'un de favorisé, on a tendance à ne pas... voir en fait que ceux qui ne sont pas aussi favorisés que nous, ce n'est pas leur faute. Il y a une expérience qui a été faite comme ça. Comment elle s'appelle? Il faut que je vous retrouve ça parce que ça c'est vraiment passionnant. Le nom, oui, c'est Paul Piff. Alors Paul Piff, donc qui est un économiste contemporain qui a fait une expérience où il fait jouer au poker des personnes à qui au début de la, il fait jouer, enfin il réunit plusieurs personnes pour jouer au poker. Et non, au blackjack, pardon, blackjack. Enfin bref, un jeu d'argent. Alors, il donne une somme au départ plus élevée. Attendez, que je vous dise pas de bêtises parce que j'ai entendu parler de ça, je l'ai noté quelque part. C'est pas qu'il donne une somme plus élevée, c'est qu'il donne un dé supplémentaire, je crois. Il donne un dé supplémentaire. Je retrouve ça très vite. L'expérience de Paul Piff, donc c'est vraiment une expérience sociale. Hein. Alors, donc Paul Piff, chercheur, pas économiste, pardon, c'est moi qui dis des bêtises, psychologie, oui c'est une expérience de psychologie du coup, psychologie sociale, donc chercheur en psychologie. Alors je vous lis les notes que j'ai prises, j'étais très loin du compte en fait. Il organise des parties de Monopoly dans ses expériences, avec donc des centaines de joueurs. Alors la partie est truquée dès le départ. Tout le monde le sait, puisqu'on tire au sort des joueurs avantagés et ceux qui ne le sont pas. Alors, à ceux qui vont être avantagés, on donne 2000 $ et 2 dés. Aux autres, on donne 1000 $ et un seul dé. Voilà, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble le Monopoly, c'est très avantageux d'avoir 2 dés plutôt qu'un seul, tout simplement parce qu'on avance beaucoup plus vite. Et au Monopoly, quand vous faites un tour de plateau, vous avez de l'argent à chaque fois que vous passez par la case départ. Donc en gros, ceux qui ont 2 dés sont considérablement avantagés. En plus, ils ont 1000 $ de plus. Alors, quand on demande aux joueurs avantagés pourquoi ils ont gagné, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'aucun n'évoque la tricherie, enfin le fait que la partie soit truquée. Aucun n'évoque la causalité. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la partie, ils arrivent à se convaincre, c'est ce que Paul Piff a démontré, ils arrivent à se convaincre qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont gagné parce qu'ils sont meilleurs. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue en fait. Ils arrivent à s'auto-persuader qu'ils sont meilleurs et ils arrivent à oublier, à faire complètement abstraction du fait qu'on les a aidés au départ avec un dé supplémentaire et avec des billets supplémentaires. Donc du coup, on va leur demander pourquoi vous avez gagné. Ils vont dire parce que j'ai mieux joué que les autres.
Mais en fait, pourquoi je vous ai parlé de cette petite expérience, c'est parce que John Rawls, il part du même postulat. Les favorisés ne se rendent pas compte qu'ils sont favorisés. Et ils se rendent pas forcément compte non plus, enfin c'est-à-dire ça va avec, hein, ils se rendent pas compte que certains sont défavorisés. Et quand on va leur demander pourquoi est-ce que vous êtes mieux payé par exemple, pourquoi est-ce que vous avez un meilleur statut dans la société, pourquoi vous êtes mieux payé, ils vont pas vous dire parce que je suis né dans le bon milieu social, dans la bonne famille, avec la bonne couleur de peau, ils vont pas vous dire ça. Ça, ce serait reconnaître hein, qu'on est favorisé. Ils vont vous dire parce que j'ai beaucoup bossé, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je l'ai mérité. Et quand vous allez demander à ces gens-là, et pourquoi ton voisin là, qui ne touche que le SMIC et qui est ouvrier à la chaîne, pourquoi est-ce que lui, il n'a pas les mêmes avantages que toi? Bah, encore une fois, ils vont pas vous dire bah, parce qu'il est né dans le mauvais milieu ou parce que. Donc, il va pas vous dire c'est à cause d'un déterminisme social ou d'un déterminisme biologique. Le favorisé va vous dire bah, parce qu'il a pas bossé, par exemple. Il vous dira ça, parce qu'il a pas bossé à l'école. Et vous vous rendez compte, ça n'a pas de sens. Franchement, non seulement ça n'a pas de sens, c'est de la stupidité. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Beaucoup de personnes pensent que les favorisés le sont forcément parce qu'ils ont travaillé dur. Alors c'est peut-être vrai pour 10% d'entre eux, de ceux qui ont des hauts statuts, et puis des hauts salaires. Ok, c'est peut-être vrai pour 10%. Les 90% qui restent, euh, ils ont absolument pas mérité leur position et leur salaire. C'est juste une question de naissance, c'est juste une question de bon prénom, de bon nom de famille qui fait que le CV a été sélectionné plutôt que le CV de quelqu'un d'autre. C'est le fait d'être un homme, c'est le fait d'être blanc, enfin voilà, bref. Donc, John Rawls, il veut nous faire comprendre qu'il faut se mettre à la place de l'autre, en fait. Qu'il faut se mettre à la place de la personne handicapée. Qu'il faut se mettre à la place de la personne qui a grandi dans un appartement en HLM avec 7 frères et sœurs et qui ne pouvait pas avoir une scolarité bien suivie par ses parents parce que les parents étaient illettrés. Voilà, il faut se mettre à la place de cette personne-là. Il faut se mettre à la place de la personne qui est née fille et non pas garçon. Il faut se mettre à la place de celui qui a tel patronyme qui est considéré comme... Enfin, qui va susciter des élans racistes chez certains. Il faut se mettre à la place de celui qui a telle couleur de peau. Il faut se mettre à la place de celui qui a telle couleur de cheveux et dont on va se moquer parce qu'il a telle couleur de cheveux. Il faut se mettre à la place de celui qui a des prédispositions génétiques à l'obésité. Enfin, c'est ça que nous demande de faire John Rawls, et c'est ce qu'on appelle l'expérience du voile d'ignorance. Il faut essayer de mettre un... C'est une expérience de pensée, hein. Il faut mettre un voile devant ses yeux, et en fait, exactement comme la justice, il faut se rendre aveugle à nos avantages, à ce que l'on est. Il faut essayer d'oublier, de faire abstraction des avantages que l'on a, et 2 secondes, il faut essayer de se plonger dans le corps de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi avantagé. Et là, on va commencer à comprendre que oui, il faut traiter les gens selon le principe d'équité. C'est tout bête, mais par exemple, on est d'accord que c'est une expérience de pensée, le voile d'ignorance. Je vous laisserai lire ça, et si c'est pas clair, vous me poserez des questions. C'est une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se mettre vraiment un foulard sur un bandeau sur les yeux. Il faut imaginer, d'accord Mais concrètement, on pourrait vous demander de faire la même chose, allez aux Galeries Lafayette, et puis mettez-vous, enfin vous Galeries Lafayette, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, Place Kléber, un samedi, mettez-vous là pour le coup un vrai bandeau sur les yeux, et imaginez que vous êtes aveugle 2 secondes. Et là vous allez peut-être vous rendre compte que, ah bah oui, c'est normal que... c'est normal qu'on nous fasse suer pendant 3 semaines avec des travaux qui font que je peux pas accéder à ma maison, par exemple, ou un magasin, parce qu'on a installé un accès facilité pour les personnes aveugles. Bah oui, c'est normal que mes impôts soient un peu plus élevés, mais dans le prix de mes impôts, ce qui est compris, c'est toutes les infrastructures pour les passages piétons, par exemple, qui sont sonores pour les personnes aveugles, bref. Encore une fois, l'exemple de la personne handicapée, il est facile. Personne n'est assez pourri pour dire qu'on a mérité d'être handicapé, en fait. Mais on pourrait faire ça avec n'importe autre chose
changez de nom de famille, d'accord? Vous avez le nom de famille qui passe bien, vous avez le super nom de famille qui passe parfaitement en France, et essayez 2 secondes d'imaginer que vous portez un patronyme, peu importe en fait, enfin, ce qui va poser problème en France, soyons honnêtes, pour les CV, le recrutement, c'est la plupart du temps, c'est les patronymes qui sont arabes, hein. Donc imaginez 2 secondes que vous avez, je vais pas citer de nom, hein, mais bon, vous avez tel nom de famille, hein, plutôt que votre nom de famille qui sonne bien français, et aller déposer des CV. Et là, peut-être que vous allez vous rendre compte de la difficulté que c'est de trouver un travail quand on a tel nom de famille plutôt que tel autre. Voilà, c'est un peu ça l'idée le principe du voile d'ignorance. Mets-toi à la place de l'autre, imagine 2 secondes que tu es à la place de l'autre. On pourrait demander à un enfant unique, dont les 2 parents sont médecins, enseignants, avocats. On pourrait lui dire, bah tiens, un peu comme l'émission On a changé nos mamans, mais là on a changé nos enfants, va faire un tour dans cette famille de 3-4 personnes, pas forcément complètement défavorisée, hein, mais va faire un tour dans cette famille de 3 personnes, où la maman est aide-soignante, elle peut pas être là à 17h pour aider ses enfants, le papa lui... le papa il est absent par exemple, voilà, il va voir un petit peu si leurs résultats à l'école, leurs mauvais résultats, s'ils les ont vraiment mérités. Parce que ce gamin, c'est ce qu'il va vous dire, moi j'ai de bons résultats parce que je bosse. Oui, mais c'est normal que tu bosses, tu es né pour bosser. Tu avais toutes les cartes en main pour bosser. Donc va voir dans cette famille, va passer une semaine et on verra si tu bosses toujours autant. Si tu arrives toujours aussi bien à travailler. Ok ? Donc voilà comment John Rawls veut nous faire comprendre qu'il faut traiter les gens équitablement et non égalitairement. Il n'y a rien de plus injuste. Il n'y a rien de plus injuste que l'égalité en matière de justice sociale et économique. Imaginez une infrastructure urbaine, imaginez un paysage urbain où rien ne serait fait pour les personnes handicapées, complètement injuste. Du coup, bien sûr, John Rawls, il va légitimer des principes comme la discrimination positive. Et ça fait beaucoup bondir, mais la discrimination positive, ça consiste à reconnaître qu'il y a un déterminisme social, par exemple, et à faire en sorte de le supprimer. Donc par exemple, la discrimination positive, ça a été mis en place lorsque on a fait, c'était sous Sarkozy je crois, les internats d'excellence. Les internats d'excellence, hein, donc c'est une mesure de 2005 ou 2007, donc c'était des places réservées dans les grandes écoles aux gamins issus de banlieues. Alors au départ ça fait un peu bondir parce que certaines personnes... en fait les gens vont se sentir stigmatisés. C'est ça la discrimination positive. Ils vont dire, ouais, vous dites qu'on est moins bon, vous dites qu'on a besoin par exemple qu'il y a un quota, parce qu'il y a ça aussi dans certaines grandes écoles, hein. Il y a des quotas qui sont réservés pour les concours, pour des gamins qui sont recrutés sur dossier, qui viennent de milieux plus défavorisés, de REP, hein. Donc ouais, certains vont se stigmatiser en disant vous dites que on est moins bon et donc on a besoin d'un autre concours ou qu'on a besoin d'un coup de pouce, d'aide, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut vraiment le prendre comme une mesure de justice. Oui, vous avez besoin d'un coup de pouce. Oui, vous avez besoin qu'on vous aide. Donc oui, vous avez besoin de mesures gouvernementales. Ok ? C'est pas pour vous stigmatiser, c'est pas pour vous pointer du doigt, mais il y a un moment, il y a un éléphant dans la pièce, il faut le voir, quoi. Faut arrêter de faire comme si on était tous égaux. C'est faux. Ok, c'est ça qu'il faut bien comprendre avec l'équité. Arrêtez de prétendre qu'on est tous égaux, que les hommes et les femmes sont égaux par nature. Par exemple, c'est pas vrai, on n'est pas égaux par nature. On a des besoins physiologiques, enfin pas des besoins, il y a des choses chez la femme qui sont nécessaires sur le plan biologique, physiologique, par exemple, qui fait qu'elle n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle a besoin d'un coup de pouce de l'État. Voilà, c'est un exemple. Ok ? Donc... franchement, la société s'en tirera mieux le jour où chacun comprendra qu'on ne mérite pas les avantages qu'on a depuis la naissance,
Euh, et voilà, il faut accepter ce principe-là, que l'État doit instaurer des inégalités. Souvent, ce qu'on retrouve pour faire comprendre le principe d'équité, c'est une petite image où il y a un stade de foot avec un match qui est en train de se jouer. Vous avez un muret et vous avez trois garçons. Un garçon qui est très grand, donc il voit au-delà du muret le match de foot. Un garçon qui est moyennement grand, qui arrive à se hisser sur la pointe de ses pieds pour voir à peine ce qui se passe. Et puis vous avez un gamin tout petit qui, lui, ne voit absolument rien. Bon bah l'équité c'est quoi? L'équité c'est mettre un escabeau, un petit escabeau pour le deuxième, comme ça il voit, et c'est de mettre un très très grand escabeau pour le troisième. Donc le but, c'est ça qu'il faut bien comprendre en fait, avec l'équité, un peu tiré par les cheveux, mais il faut bien comprendre, le but de l'équité, c'est de traiter différemment les individus pour au final arriver à l'égalité, pour au final arriver à la même situation pour tous, ok? Donc, on a notre grand gaillard qui voit le match sans problème. C'est quoi la justice? C'est de mettre tout le monde à son niveau. On est d'accord que faire baisser ce grand gaillard, ce serait pas juste. Ça, ce serait un système où on couperait la tête des plus riches, en fait. Enfin, ce serait un système où on prendrait tout. On prendrait tout à ceux qui possèdent pour donner aux plus pauvres. C'est pas ça la justice. Hein. Ça, ce serait une forme de tyrannie. Hein. C'est pas ça la justice. La justice, c'est de... Mais il faut en avoir les moyens, bien sûr. C'est de hisser les plus défavorisés au niveau du plus riche. Ok? Donc en gros, ça c'est la justice, c'est l'égalité, certes, c'est ce qu'on veut au final, mais pour arriver à ça, on est d'accord qu'il va falloir hisser notre personne défavorisée. Donc pour conclure en fait sur la question de la différence entre l'équité et l'égalité, oui, on veut l'égalité. Bien sûr que l'égalité, c'est une valeur à défendre. Bien sûr que c'est l'une des plus belles valeurs qui soit. Bien sûr que c'est ce qu'on veut dans la société. Mais pour parvenir à l'égalité, c'est-à-dire des personnes qui sont tout aussi heureuses, qui vivent bien, qui vivent sans discrimination, qui vivent sans problème d'argent, etc. Pour arriver à ça, vous avez bien compris, il faut en passer par des inégalités. Donc des inégalités de traitement. À toi là, qui est ici, on te donne des aides, des bourses par exemple, des cours du soir gratuits, bref, on te donne des aides pour que tu arrives au même niveau que celui qui n'a jamais eu besoin d'aide. Ok? Donc l'équité pour parvenir à l'égalité. Voilà, c'est dense. Hein. Et oui, il y avait un dernier point après John Rawls, mais très rapidement, c'est le principe de l'intérêt commun. Voilà, faire en sorte, les mesures du gouvernement et les lois se doivent de satisfaire l'intérêt commun. Ça rappelle la conception philosophique qu'on appelle l'utilitarisme, mais je développe pas ici. C'est dans le cours sur la morale. Hein. Donc à bien connaître l'utilitarisme, et en gros, voilà, c'est quoi aussi un État qui agit justement? C'est un État qui satisfait les intérêts de la majorité et pas de la minorité. Ok? Donc on dit la majorité, c'est l'ensemble des citoyens et non pas une petite caste, par exemple. Ok? Bon, je passe rapidement là-dessus, c'est le moins important. Le plus important, c'est vraiment le principe d'équité, quoi. Ok? Et bien connaître la différence entre égalité et équité. Bon, là, la vidéo était vraiment longue. Vous avez compris que c'est vraiment très important. La prochaine, ce sera donc la fin du cours sur la justice. On traitera donc le principe de la désobéissance civile. Que faire, comment réagir lorsque les mesures et les lois de l'État ne sont pas justes. C'est-à-dire non seulement lorsque les lois ne sont pas légitimes, mais aussi lorsque la justice sociale notamment n'est pas respectée. Que faire? Une seule réponse, la désobéissance civile. Voilà, ça c'est pour la prochaine vidéo. Merci encore pour votre attention si vous avez tenu jusqu'au bout, et puis à la prochaine.